Mais pendant des années, tu pouvais aller dans certaines casernes racheter des types 20 braguets réformés de l'armée Ça, c'est pour incroyable. 400 francs. C'est-à-dire Pas grand-chose. Ouais. 50 euros. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Laurent Picciotto, fondateur de Chronopassion. Merci à toi d'avoir accepté Merci Clément. ma demande. Et on va justement repartir dans cet épisode des chroniques horlogères où on va parler des marques indépendantes et de son évolution depuis l'ouverture de ta boutique, donc dans les années 80. Donc toi, tu as ouvert la boutique dans les années 80, mais comment se portait le marché quand tu as ouvert ? Alors moi j'ouvre en 88. À l'époque, j'ai envie de dire, il n'y a pas de marché. C'est-à-dire que on a une clientèle d'âge mûr, on va dire 50, 60 ans, d'amateurs, mais une bonne partie de ces clients à l'époque, ils achètent une montre une fois de temps en temps, ou alors on les voit une fois, on les revoit jamais. Et on a quelques clients à l'époque qui sont déjà des aficionados et qui achètent de façon régulière, voire ultra régulière pour les plus branchés sur le sujet. Mais le marché, il est très faible en comparaison de ce que c'est devenu par la suite. On peut considérer que d'autant que j'ouvre pendant 2 ans, je suis monomarque Gérald Janta, de 88 à 90. Et début 91, je deviens multimarque avec une quinzaine de marques. Beaucoup de marques institutionnelles, que ce soit Audemars, Vacheron, Gégère, IVC, etc. Et puis déjà à l'époque, quelques indépendants qui pour certains ont disparu. Mais de 88 à 95, c'est un marché relativement light. Tranquille. Il ne se passe pas grand-chose, pas assez d'ailleurs de choses. 95, on sent que les choses commencent à frémir. De 95 à 2000, on voit de plus en plus de communication sur le sujet. Jean-Claude Biver, pour moi, était un des soutiens de la cause horlogère à l'époque, puisque à l'époque, il lance Blancpain. Et donc, il explique, comme il a le secret, qu'est-ce que c'est que les mouvements compliqués, l'artisanat des gens qui sont dans la montagne, qui fabriquent des choses incroyables, etc. Et donc on commence à parler de plus en plus du sujet et on sent une progression de 95 à 2000 relativement importante. On va dire que la casserole d'eau, elle n'est pas encore en train de bouillir, mais ça frémit déjà pas mal. Et puis fin 90, début 2000, là, boum, là ça explose vraiment. Et là, ça explose vraiment avec plusieurs facteurs. C'est que d'abord, il y a beaucoup de gens d'un seul coup qui se disent nous, on a une marque, mais on l'exploite pas de façon extrêmement positive. Je pense à Gégère à l'époque qui fabrique pour tout un tas d'autres marques, mais s'occupe peu de sa marque. Donc, ils commencent et ils réussiront assez vite à inverser la machine, c'est-à-dire de fabriquer principalement pour eux et beaucoup moins pour les autres, et de cultiver la marque et de faire du marketing et de la communication. Et puis beaucoup d'acteurs aussi qui ne sont pas dans l'horlogerie à l'époque se disent finalement on a une marque à puissance de feu planétaire bien plus importante que des marques horlogères. Je pense à des couturiers je veux dire, on voit par exemple à l'époque Chanel qui arrive en disant on va faire des montres. Donc les Suisses un peu goguenards, qui s'amusent. Bon, sauf que Chanel, en termes de poids, de puissance de notoriété, de puissance de feu mondiale, est déjà à l'époque, encore plus aujourd'hui, mais déjà à l'époque, une marque avec une puissance bien plus importante que des marques d'horlogerie suisses pour beaucoup d'entre elles. Et donc on assiste vraiment à une sorte de ruée vers l'or, d'Eldorado, où tout le monde veut faire des montres. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. C'est-à-dire des joailliers, des gens qui sont à la mode,
Et on compte presque plus facilement, enfin ça c'était un peu la blague de l'époque, de dire on compte plus facilement les gens qui font pas de montres. C'est encore vrai aujourd'hui d'ailleurs. Oui. Tout le monde fait des montres, quel que soit le prix, quel que soit la marque, le secteur d'activité, si c'est pas des horlogers. Et donc là, il y a un vrai boom. Et puis, ça correspond aussi à une époque, les années 2000, où d'abord l'économie est extrêmement positive. On va dire de 2000 à 2008, même si les choses ont continué positivement après, en tout cas pour notre secteur d'activité. Et il y a même trop de montres à ce moment-là, trop de marques. Mais il y a une euphorie incroyable. Mais ça correspond aussi, cette époque-là, à un changement au niveau des clients. Parce que les débuts des années 2000, c'est beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent ou fortune, je veux dire, dans la tech. Ça commence vraiment fort à ce moment-là. Les traders de l'époque aussi sont au rendez-vous. Et donc, ça c'est intéressant parce que ça rajeunit de façon vraiment très forte une clientèle qui n'était pas du tout jeune auparavant. Et on voit aussi, je veux dire, des gens fortunés qui arrivent et qui ont 23, 25 ans et qui commencent à s'intéresser au sujet et qui achètent des pièces de haut vol, quoi. Donc les années 2000, ça change, le marché change complètement de situation. Ce qui est vrai aussi, c'est que les années 2000, elles correspondent en tout cas à la moitié des années 2000. On assiste à un autre changement, c'est le changement de la distribution. En tout cas, des mutations de la distribution qui sont assez importantes. C'est-à-dire que si je remets dans le contexte, dans les années 90, des boutiques de marque, il y en a, mais très très peu. Je veux dire, il y a Cartier, historique. Et il y a quelques boutiques à travers le monde en monomarque, mais principalement, on est chez des revendeurs, donc des détaillants horlogers, qui sont la plupart du temps, bien souvent, des bijoutiers, des joailliers, qui sont beaucoup plus motivés d'ailleurs, parce que c'est leur vocation de départ de vendre des pierres et des bijoux. Et les montres, c'est un peu accessoire, ça les embête parce que c'est compliqué, ça tombe en panne, il faut apprendre de quoi on parle, etc. Alors qu'ils ont vraiment le bagage sur le diamant ou les pierres de couleur ou les perles ou ce qu'on veut. Mais l'horlogerie, bon, ils le font parce que c'est un peu dans la tradition et les us et coutumes de la distribution de l'époque. Et dans les années 2000, déjà, il y a un assez gros changement, c'est-à-dire que beaucoup de ces bijoutiers deviennent un peu, on va dire, horlogers par obligation de marché. C'est-à-dire les 15% ou les 20% d'horlogerie qu'ils vendaient commencent à représenter 60 ou 70% de leur activité. Donc, il y a une déstabilisation d'un certain nombre d'acteurs au niveau de la vente, au niveau du retail, parce que moi qui ai toujours vendu que des montres, si demain je dois vendre des bijoux, c'est un autre métier quand même. Même s'il y a cette tradition, ces us et coutumes de dire c'est des objets, il y a le métal précieux, c'est des objets de prix, c'est de l'artisanat, etc. C'est quand même deux sujets qui sont très très éloignés en réalité, même s'il y a on pourrait penser que c'est les mêmes réflexes. Donc ça c'est aussi important et on va voir à partir des années justement à partir de entre 95 et 2000, les boutiques de marque ça commence. Ça va prendre beaucoup plus d'importance à partir des années 2000 où on va voir à peu près toutes les marques les unes derrière les autres. Évidemment celles qui ont les moyens d'eux et pour lesquelles ça se justifie en termes de rentabilité, parce que c'est quand même une nécessité, ouvrir des boutiques monomarques, alors soit avec des revendeurs, ce qui était notre cas plusieurs fois, soit en propre, en direct. Et donc, on va dire qu'en 30 ans, 35 ans, il y a eu des bouleversements, la mutation de la distribution, le rajeunissement des clients, et puis le monde très ouvert, c'est-à-dire que d'un seul coup, je veux dire, autant il y a 35-40 ans, il n'y avait pas d'Internet. Donc c'était une autre histoire. Le type qui était à Hong Kong, à New York ou à Dubaï, je veux dire, il pouvait tomber sur un article dans un magazine, il pouvait nous envoyer un fax. Enfin bon, je veux dire, tu vois, c'était quand même un peu le Moyen-Âge par rapport à ce que c'est devenu. Donc,
le côté aujourd'hui, ça choque plus personne de dire je vois un truc qui m'intéresse sur un réseau social ou sur un site et j'achète l'objet, que ce soit en Australie ou au fin fond du Japon, il n'y a pas de problème. Alors qu'à l'époque, c'était pas la même chose. Donc, d'une certaine façon, on a vécu aussi cette démultiplication de la vitrine Internet qui te permet, au travers simplement d'un compte Instagram, d'avoir une vitrine mondiale, je veux dire, pour les gens que ça intéresse. Donc voilà, les grosses différences sur 30 ans ou un peu plus, tout ce qui s'est modifié depuis le début. Mais quand tu ouvres ta boutique, mais qui sont les principaux acteurs? Est-ce que ce sont toujours les marques qui tirent le marché à l'heure actuelle, ou est-ce que c'était des marques différentes? On va dire que les acteurs des années 80, enfin fin 80, début 90, c'est toujours un peu les mêmes. Oui. C'est toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a dans les marques institutionnelles, on retrouve les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'ordre qu'on voudra, sans mettre de hiérarchie, mais on va retrouver Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Patek Philippe, Rolex, Gégère Lecoultre un petit peu derrière, mais qui était monté en puissance, IVC qui démarque très confidentiel, avec des pubs en noir et blanc, etc., mais qui arrive aussi dans la foulée de ces marques, de ces maisons-là. C'est Omega, enfin c'est quasiment toutes les mêmes. On peut pas vraiment dire que dans les marques importantes institutionnelles, elles étaient déjà là pour une partie d'entre elles. Bon, il y en a qui ont été des relances, des créations. On parlait de Blancpain. Bon, Blancpain, oui. C'était une start-up à l'époque, même si 1735 on réveillait l'année de création, mais il s'était rien passé depuis très longtemps. Panerai n'existait pas vraiment, c'était une marque confidentielle qui était vendue que à l'horlogerie suisse à Florence et chez nous avant que Richemont rachète, mais ça représentait quelques pièces, poignées de montres chaque année. Mais sinon, sur l'essentiel des marques institutionnelles historiques, oui, c'était sensiblement les mêmes. Tu vois, par exemple, Girard-Perregaux était une marque, on va dire, moyen de gamme, mais en 90, Gino Macaluso la rachète et dit on va refaire les tourbillons sous 3 ponts d'or, il n'y a eu que des montres de poche avec l'Esmeralda à l'époque, etc. Donc, il y a aussi un certain nombre de marques qui aujourd'hui sont en place, sont très posées quoi, dans le métier, mais qui n'étaient pas forcément présentes à ce moment-là. Mais on retrouve après tous les quartiers et les autres qui étaient déjà, ou Breguet, enfin, toutes ces marques-là étaient déjà implantées à cette époque. Et est-ce que tu as déjà travaillé avec des groupes horlogers? Oui, à l'époque je travaille. Alors, GGR IVC, plus tard Lange, c'était pas encore Richemont, c'était ce qu'on appelait LMH, les manufactures horlogères. C'était une filiale de VDO dans un coin de l'organigramme et de Mannesmann qui a été vendu ensuite à Telefonica. Et c'est ce moment-là où ils ont dit « Ah tiens, on fait aussi de l'horlogerie dans un coin, donc ça on va le vendre » et Richemont a racheté. Et donc j'ai longuement travaillé avec Richemont, à peu près... alors après, à certains moments avec des marques, à d'autres moments avec moins de marques, enfin, c'était assez flottant en fonction de ce qui se passait. Mais j'ai beaucoup travaillé avec Richemont, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je travaille avec le Swatch Group parce qu'ils ont racheté Breguet à des financiers qui s'appelaient Investcorp. On continue de travailler avec eux encore aujourd'hui. Je travaillais avec Kering quand ils ont... Girard-Perregaux, donc la famille Pinault était actionnaire historique, en tout cas de longue date au niveau de Girard-Perregaux. Ils ont ensuite pris la majorité et racheté Ulysse Nardin par la suite. Et puis ils ont revendu il y a relativement peu de temps. Donc j'ai travaillé avec eux et avec LVMH bien entendu, dans la mesure où quand LVMH a commencé à rentrer sur le segment horloger, que ce soit au travers de Hublot, de Zénith, de Tag,
Des montres Vuitton aussi, mais ça c'est encore un peu différent. Autre chose. Mais en tout cas, tout ça est passé par Hublot, en tout cas pour nous. Bon, même si on a eu un moment Zénith, TAG, mais de façon assez brève et momentanée. Donc j'ai travaillé avec les différents groupes, en tout cas du sujet, ouais. Ok. Et c'est vrai que maintenant, même pour les marques indépendantes, il y a cet aspect investissement. Est-ce que, à partir de quand, tu as vu ce switch entre passion et investissement, vers quelle période, et puis mais comment tu as réussi à gérer tout ça? Quand tu dis investissement, tu veux dire, tu parles de spéculation? De spéculation, mais aussi mais le passionné qui achète sa montre parce qu'il sait aussi mais qui ne va pas perdre de valeur, même si il garde sa pièce. D'accord. Bon, alors pour moi, ça a toujours été un sujet, j'ai envie de dire, un peu secondaire. Même si je sais que c'est très important pour beaucoup d'acheteurs. Mais ce n'est pas vrai pour tous. Oui. Alors c'est sûr que quelques clients milliardaires se préoccupent un peu moins de savoir si leur montre va prendre de la valeur ou pas, parce qu'ils sont déjà extrêmement fortunés. D'autres, par contre, d'autres milliardaires s'y intéressent malgré tout. Mais nous, on a toujours eu une approche produit. C'est-à-dire, je suis toujours dit, d'une certaine façon, on n'est pas des conseillers financiers. Et ces phénomènes de spéculation, ils sont venus assez tard, en tout cas moi, par rapport à la période où je m'inscris dans cette profession. C'est-à-dire que il y a 40 ans, quand tu allais chez un antiquaire et que qui avait des montres de poche, et que tu lui disais je cherche des montres de poignet ou j'ai des montres de poignet à vendre, le type te disait ne t'intéresse pas, c'est trop récent. D'accord. Bon, aujourd'hui ça a bien changé. Oui. Donc c'est un peu les mêmes phénomènes, c'est-à-dire que le marché de la pièce déjà vintage, c'est un marché récent. Je veux dire, moi quand j'ai commencé, je trouvais certaines marques dont on vient d'énumérer un certain nombre, je trouvais certaines de ces pièces pour 500 francs, porte de vente au marché aux puces. Ça n'intéressait pas grand monde. D'accord. Je me souviens d'avoir été au Grand Bazar à Istanbul, en Turquie, il y a bien longtemps. Je passe devant une échoppe qui fait 5 mètres carrés. Le type, il a des montres qui sont posées comme ça, les unes sur les autres, en pyramide dans sa vitrine. Je rentre, le mec il dort, donc je le réveille. Et il dit ouais, j'ai vu une montre que je trouve sympa là, dans la pyramide que vous avez fait, l'aggloméré de montres qui est posée là. Ouais. Et je vois, il y avait une Patek Pagode 1940, enfin un truc qui valait à l'époque 70 000 francs, un truc comme ça. Et je lui dis, ça c'est quoi? Et là le type il me dit, ça c'est 130 000. Et je lui dis, oh. Il dit, hey, ça va les mecs. Et là il ouvre un petit rideau et il me montre, il a tous les catalogues des ventes aux enchères. Et il me dit, pendant des années, nous on a vendu ça au poids de l'or. Maintenant on sait. Ce moment-là, cette bascule-là, si tu veux, c'est le moment où d'un seul coup, tu ne trouves plus la montre de marque à 500 balles au marché en plus. Parce que tu commences à avoir des gens qui s'intéressent au truc. Mais pendant des années, tu pouvais aller dans certaines casernes racheter des types 20 Breguet réformés de l'armée pour 400 francs. C'est-à-dire pas grand-chose. 50 euros, quoi. Ouais. Donc, mais pourquoi? Ça n'intéressait personne. Je veux dire, mais il y a plein de sujets comme ça. Je veux dire, une guitare électrique, une Les Paul 1959 de chez Gibson. Aujourd'hui, ça vaut entre 150 000 et je ne sais combien. En 59, ça valait $260. Bon, pendant des années, ça se vendait 3-4 000. Je veux dire, ça intéressait que des gens qui s'intéressaient au sujet. Puis d'un seul coup, ça a débordé ce cadre-là. Et là, on revient sur ta question, c'est-à-dire, d'un seul coup, tu as aussi des gens qui ne s'intéressent pas forcément au sujet. Oui. Mais qui se disent, ah, moi, ça m'intéresse de spéculer sur ce type d'objet. Donc, il y a les vrais et les faux. C'est-à-dire, il y a les gens qui viennent parce qu'on peut faire de l'argent, sauf que ça demande quand même une culture sur le sujet. Ah bah, ça, c'est clair.
On voit avec les corrections qui viennent de s'opérer il y a relativement peu de temps, des gens qui ont acheté des pièces qui valaient 30 000, qui les ont payées 100 000 et qui aujourd'hui sont tankés avec parce qu'ils ont cru que ça allait continuer de monter, qu'ils allaient les revendre une fortune. Et non. Et non, parce que c'est la vie. Je veux dire, on ne peut pas acheter au plus bas, vendre au plus haut, c'est rare. Et qu'il y a des cycles, j'allais dire, de raison et de déraison. Quand on a vu ce qui s'est passé cette dernière année, ou ces 2 dernières années, où les prix d'un seul coup sont devenus dingues parce qu'il y a pénurie de pièces, et que d'un seul coup, moi je veux absolument cette montre, mais que le gars qui est en face la propose à 3 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois le prix, s'il trouve quelqu'un pour lui vendre, c'est très bien pour le vendeur, c'est plus dommageable pour l'acheteur. Donc moi, ce que je pense, j'ai jamais considéré vraiment ce sujet. Moi, quand quelqu'un vient moi en me disant je veux investir, je lui dis encore une fois, alors j'ai des idées. J'ai suffisamment de recul pour penser que telle ou telle pièce va devenir importante. Des gens qui ont acheté du MBNF ou du Urwerk il y a 10 ans, en pur et dur, à des prix qui étaient beaucoup plus attrayants à l'époque. Je veux dire, aujourd'hui, si tant est qu'ils les aient encore, potentiellement, s'ils les vendaient maintenant, ils ont gagné énormément d'argent. Mais à l'époque, il n'y a pas un spéculateur qui va acheter une de ces pièces-là. Le type, il dit, ouais, je l'achète parce que ça me plaît. Donc, je pense que c'est toujours un peu deux familles d'acheteurs un peu différentes. Je vais pas... Enfin, il y a des gens qui sont capables d'acheter un tableau ultra moche, mais pour eux, c'est pas grave, c'est pas le sujet. C'est pour investir. Moi, quand j'achète un tableau, je veux qu'il me plaise, le mettre au mur. S'il prend de la valeur, bien sûr, je suis content. Et s'il en perd, je m'en fous. Donc, je suis plus dans l'attitude de dire je m'en fous, c'est-à-dire, moi, je vous propose des montres qui, pour moi, sont exceptionnelles. Je pense qu'ils le seront encore plus quand on regardera ça dans un futur à court, moyen ou long terme. Il y avait un type sur Hodinkee ce matin qui disait, c'est intéressant, il disait, dans 50 ans d'ici, on dira que finalement des gens comme Urwerk ont été des détonateurs, que des gens comme Journe ont été des transformateurs, et que des gens comme Max ont été des génies complets. Parce que dans 50 ans, peut-être, mais ça on n'en sait rien, peut-être que plus personne ne fabriquera des trucs aussi fous. Donc, moi je suis toujours sur l'idée de dire, et je reviens sur ce que je disais il y a un instant, que d'abord toute pièce, elle va devenir vintage. Donc il faut avoir sa propre vision aussi de dire, ok, le type qui achète il y a 15 ans une MBNF, même si c'est pas un spéculateur, il peut considérer que ce qu'il est en train de choisir, c'est quand même quelque chose qui va assez loin, qui fera date dans la cause horlogère. Ça a mis 15 ans à exploser au niveau, on va dire, d'un public beaucoup plus large. Les 3500 montres de MBNF qui ont été vendues sur 17 ans, 18 ans, 4000 peut-être, c'est sûr que c'est pas grand-chose. Mais quand on voit aujourd'hui une demande phénoménale, des prix complètement dingues aussi, parce qu'il y a des listes d'attente, mais là on parle pas de fake, hein, c'est-à-dire que de toute façon l'année dernière, Max il a fabriqué 450 pièces, basta. Et quand bien même il voudrait en faire, et encore, il a déjà progressé par rapport aux 250 qu'il faisait il y a pas si peu de temps. Même chose pour Urwerk. Je veux dire aujourd'hui, presque 200 pièces, excellente année, fantastique. Mais il n'y en a pas pour tout le monde, il n'y en a pas une en magasin. Tout est vendu. Tout est déjà vendu. Alors, c'est pour ça que moi je mets un peu de côté le côté investissement ou spéculation. Il existe, mais c'est pas mon sujet. En tout cas, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'objet. Sinon, je veux dire, on commence à faire des choix qui sont plus tout à fait des choix on va dire en tout cas la subjectivité. Ouais, voilà, la subjectivité du choix, si elle est guidée par l'aspect financier. C'est pas bon. Ouais, moi je te dis ce que j'aime. Mais te dire, alors oui, bien sûr, je veux dire, il vaut mieux acheter plutôt telle marque de niche qui va continuer de monter et qui est vraiment considérée de façon unanime par un grand nombre d'amateurs qu'on rencontre chaque année par
par dizaines et qui nous confortent dans le truc que oui, c'est ça qui est intéressant, plutôt que telle autre marque qui s'est perdue, soit dans le mass market ou qui intéresse personne. C'est vrai. Donc, Ça, c'est vrai. voilà. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en plus, on le voit parce que énormément de sous-traitants sont pleins et ont des listes de commandes à plus savoir quoi en faire. Mais comment tu vois l'évolution des indépendants ces 10 prochaines années? J'ai vraiment du mal à te dire. Ce que je pense, en tout cas, c'est que, si tu veux, il y a une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années, parce que bon, on démarre avec Urwerk au tout début des années 2000, avec Max quelques années plus tard, et puis une dizaine d'années plus tard avec des gens comme Mother ou comme Ressence qui sont plus qu'en place aujourd'hui. À l'époque, moi j'avais beaucoup de relations dans le métier, ils me disaient « complètement fou mon gars, qu'est-ce que tu fous ?» Alors oui, bien sûr, à l'époque, il faut participer, si tu veux, à la notoriété de la maison, à expliquer, à avoir la pédagogie et à y croire pour que les clients, chaque année, soient de plus en plus convaincus, achètent de plus en plus de monde de ces marques de niche. 20 ans plus tard, bon, tu arrives au Watch and Wonders, il y a le carré des horlogers, il y a quasiment, pas tous, mais une grande partie des gens que j'ai choisis il y a 20 ans quand personne s'y intéressait. Ouais. Bon, un de mes copains me disait autrefois, ah ben, en fait, tu avais vu juste à l'époque. Je ne sais pas que j'avais vu juste, c'est que ça me plaisait. J'y croyais, j'avais envie que ça existe, et c'est ça. Et je suis évidemment très content et même fier d'avoir participé au fait qu'il soit là aujourd'hui. Alors, dans 10 ans ou dans 20 ans, j'ai envie de dire que je pense que certains sont là pour longtemps. Oui. Parce que la vision, elle est pertinente, que l'outil, il est sérieux. Donc les maisons dont on vient de parler, pour moi, elles seront toujours là. Après, il y a des maisons qui ont démarré plus tard. Après, il y a des maisons qui ont démarré et puis qui ont disparu aussi. Hein. Je veux dire, dans les indépendants, il y en a énormément. Parce qu'il y a un moment donné, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais surtout, je veux dire, par le trop de marques auxquelles on a assisté pendant toutes ces années, il y a forcément un moment où on dit, bon, ok, je suis obligé de faire un choix et de hiérarchiser. Voilà, ça c'est en haut et ça c'est moins intéressant, donc je vais plutôt me concentrer sur ces marques-là. Donc j'ai du mal à te dire, mais je pense que en tout cas il y a des marques qui ont vraiment tracé leur sillon pour longtemps, ce qui est souvent le cas. Maintenant, ça ne veut pas dire que je veux dire une erreur peut foutre en l'air des choses. Des changements d'hommes peuvent changer des choses aussi, parce qu'on n'est pas immortel. Je veux dire. Ça, c'est clair, ouais. Donc il y a des données qui sont aujourd'hui plus difficiles en termes de prévision au niveau concret. Mais avec le recul, si tu veux, quand on parlait de ça aussi l'autre jour, quand Max Busser a fait en 17-18 ans 20 calibres, c'est fou. Hein. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de maisons, même des historiques, institutionnelles, qui ont des usines importantes, un nombre d'hommes qui n'a rien à voir avec une PME comme celle de Max. Tu dis, les gars, vous devriez quand même... vous bougez un peu, quoi. Il y a toujours matière à faire mieux, plus, et aller au fond des choses. Donc, pour ces raisons-là, je pense que des maisons comme ça, elles sont vouées à avoir un avenir important. C'est-à-dire que même si elles s'arrêtaient demain, on revient un peu à la phrase du gars ce matin sur Dinky, de dire, je pense que le temps est toujours aussi la loupe qui vient grossir le truc en disant « Ah ouais, mais attends, à cette époque, il y a eu un tel, il y a eu truc, on a digéré et on voit ceux qui émergent vraiment. » quoi. C'est vrai.
C'était très intéressant. Merci à toi. Cool. Et puis si jamais vous voulez découvrir comment la marque Hublot s'est lancée en France, avec Laurent, justement, cliquez sur la vidéo qui s'affiche et on vous dit à la prochaine. Bye bye.